On a tous déjà essayé de générer des images avec des modèles sophistiqués de notre époque, comme DALL-E, Midjourney ou tant d'autres. Mais est-ce que vous savez vraiment comment fonctionnent ces modèles de l'intérieur? Comment une simple IA peut générer des images aussi détaillées seulement à partir de phrases qu'on leur écrit? Mais surtout, comment créer votre propre modèle de génération à partir de rien? Ce sujet est probablement le plus intéressant et controversé dans le monde de l'IA actuellement, surtout avec les nouvelles polémiques récentes liées à ces modèles. Et c'est pour cela que je vous demanderai d'utiliser ce genre de modèle avec bienveillance après avoir vu cette vidéo, et de vous en servir uniquement à des fins d'éducation ou d'amusement. Et surtout pas pour faire des bêtises avec. Enfin bref, pour vous, une image, c'est des couleurs contenues dans un rectangle. Pour l'ordinateur, c'est un tableau à 3 dimensions, c'est-à-dire une suite de valeurs comprises entre 0 et 255, indiquant la couleur de chaque pixel, et qui sont classées en fonction de leur position sur l'image, mais aussi en fonction du canal de couleurs qu'elles décrivent, soit R pour rouge, B pour bleu, ou G pour vert. Avec ce code RGB, et donc avec 3 valeurs, on peut décrire à peu près n'importe quelle couleur. Les IA génératives d'images renvoient donc toutes ce type de tableau à 3 dimensions, qui est interprété par l'ordinateur pour l'afficher à l'écran, et qui est interprété à nouveau par nos yeux pour distinguer les motifs sur l'image. Et c'est ici que réside toute la difficulté de l'IA générative, détecter et reproduire ces motifs comme nous le faisons. Avant de pouvoir générer des images, il est important pour une IA de pouvoir extraire des informations de ces dernières et les reconnaître. On appelle ça la computer vision. Rappelez-vous bien que des images à nos yeux ne sont que des suites extrêmement longues de valeurs pour nos IA. Si on s'amuse à faire bouger un motif sur notre image, les valeurs de cette suite vont également être modifiées, mais en l'état, l'IA ne va pas détecter le mouvement du motif complet. Elle va seulement détecter un changement de valeur point par point dans la suite de valeurs, et donc on dit que son champ réceptif est nul. Elle ne détecte ni classe aucune forme sur l'image actuellement. Pour régler ça, on va donc utiliser la convolution, et créer plus tard dans la vidéo un réseau convolutionnel. Pour faire simple, on va prendre un filtre, une petite image carrée de n fois n pixels, avec n un nombre impair, et on va appliquer ce filtre sur chaque zone de l'image pour convertir tous les pixels présents dans ce filtre en une seule valeur, via un produit scalaire. Une fois que ce dernier est passé sur toute l'image, on obtient une nouvelle image plus petite, qui mettra en valeur le motif présent dans le filtre. Par exemple, si on utilise un filtre horizontal sur une image quelconque, on obtient ce résultat, mettant en valeur les lignes horizontales dans l'image. Pareil pour les lignes verticales par exemple. Je pense que vous comprenez maintenant comment l'IA va faire pour reconnaître les motifs pour plus tard les générer. Si on souhaite générer des visages, chose que l'on va également faire juste après, il suffira pour l'IA d'utiliser des filtres contenant les différentes formes connues du visage, comme le nez, la bouche, les yeux et j'en passe. Cependant, c'est cette dernière qui s'occupera de modifier ces filtres durant son entraînement. Et sachez qu'elle pourra utiliser en moyenne plusieurs centaines de filtres, afin d'extraire le plus de motifs familiers possible et donc lui permettre de visualiser les images comme nous le faisons. J'ai rapidement parlé du champ réceptif de notre IA, qui est pour l'instant toujours nul, ce qui veut dire qu'elle ne détecte pas les mouvements de motifs sur une image. Et bien c'est grâce au pooling que ce champ va pouvoir exister. C'est une opération assez simple en soi, qui va faire la moyenne de la valeur des pixels dans de petites zones de l'image, pour envoyer une image plus petite, mais qui conserve toujours la majeure partie de ces informations. Si le pooling est réalisé sur des petites zones de 4 pixels, alors l'IA aura un champ réceptif de taille 4. Elle pourra détecter du mouvement dans ces petites zones. Si par exemple la valeur d'un bloc était à 137 à l'image précédente, et qu'à l'image suivante cette valeur est maintenant sur son bloc de droite, l'IA comprendra donc qu'il y a eu un petit mouvement d'un motif entre les deux images. Imaginez maintenant que le pooling peut aller jusqu'à réduire l'image à un tableau de 4 pixels, et l'IA aura un champ réceptif énorme et pourra détecter les grandes zones de mouvement dans l'image. Vous vous doutez donc que cette opération est très utile pour la reconnaissance vidéo également, mais elle est aussi extrêmement utile pour réduire la taille d'une image sans détruire trop d'informations, et donc limiter le temps de calcul de nos modèles. Avec tout ça, je peux maintenant vous montrer à quoi ressemble un réseau de neurones convolutif, que ce soit en image ou en code. Ce sont ces réseaux qui sont employés par exemple dans la reconnaissance faciale ou la sécurité pour détecter certains éléments sur des caméras de vidéosurveillance. On peut donc retrouver nos couches de convolution, nos couches de pooling, et à la fin le réseau renvoie une décision, donc probablement une classification de l'image qu'il a analysée. Mais nous, on aimerait générer des images, et c'est ce que l'on va faire maintenant en créant ensemble un GAN, un Generative Adversarial Network, et pour ceux qui s'intéressent au code en lui-même, sachez que le notebook que je vais utiliser ne fait même pas 200 lignes, et bien sûr il sera téléchargeable en description pour que vous puissiez le réutiliser. Comment va-t-on maintenant générer nos images avec notre IA ?
Petite subtilité, on va en utiliser deux. Un GAN se compose d'un réseau de neurones discriminateurs et d'un réseau générateur. Le réseau discriminateur, vous le connaissez déjà, c'est un réseau de convolution, voilà pourquoi j'en ai parlé plus tôt. Ce dernier va prendre une image en entrée et au lieu de détecter des motifs ou des formes dessus, il va simplement nous indiquer s'il considère que c'est une fausse image, générée par une IA, ou une vraie image authentique. Le réseau générateur, lui, va partir d'une certaine quantité de bruit, donc de valeurs aléatoires, et nous renvoyer une image de taille souhaitée. Pour cela, le modèle sera composé de nœuds de convolution transposés, qui vont faire l'inverse d'une convolution, c'est-à-dire agrandir l'image d'entrée en créant de l'information. Pour faire simple, dans ces nœuds, l'IA va tout simplement dessiner sur l'image progressivement. Et c'est la mise en relation de ces deux réseaux qui rend les GAN efficaces et très performants. Pour entraîner un GAN, on va entraîner le réseau discriminateur sur de vraies images, pour lui faire comprendre quel type d'images sont vraies. On va ensuite demander au réseau générateur de générer un petit jeu d'images, puis les passer dans le réseau discriminateur qui va juger si elles sont fausses ou vraies. Si le discriminateur les juge fausses, c'est que le réseau générateur n'est pas assez bon pour tromper le réseau discriminateur et doit s'améliorer. Et si le réseau discriminateur juge que les images sont vraies, alors il s'est trompé et c'est à lui de retourner s'entraîner sur des vraies images pour apprendre à différencier les fausses images des vraies. Le réseau générateur va donc constamment s'améliorer en essayant de tromper le réseau discriminateur, qui va lui-même être de plus en plus fort dans la reconnaissance des vraies images. Et la combinaison de ces deux entraînements fait que le réseau générateur va progressivement générer des images similaires au jeu d'images que le discriminateur possède, mais sans jamais les connaître. L'IA va donc au final générer des images presque réelles, qui seront à chaque fois différentes et complètement inventées, puisque rappelez-vous, le réseau génère une image à partir de bruit, c'est-à-dire de valeurs aléatoires. Et c'est comme ça que vous pouvez voir passer des images très réalistes, parfois même trop, passer sur internet. Comme par exemple ici, avec une première image de chien réelle, et une autre image de chien générée par une IA, qui a elle-même été entraînée sur des images de chiens. Ces deux images sont presque indissociables, et c'est en effet le cas puisque j'ai échangé la vraie avec la fausse, et je suis persuadé que vous n'avez pas du tout repéré le subterfuge. On passe maintenant au concret, à la génération d'images à partir d'un jeu d'images réelles. On se retrouve donc sur Google Collaboratory qui offre gratuitement des GPU pour vous permettre d'entraîner vos IA. Voilà, ils sont super gentils et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. On va coder ici en Python via la librairie PyTorch. La seule chose qui peut vous échapper ici est la syntaxe des fonctions et des classes que je vais utiliser, mais pas d'inquiétude, vous pourrez l'apprendre plus tard si vous le souhaitez, et si vous voulez que je fasse un petit tutoriel, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va donc utiliser des images de chiens pour l'entraînement. Notre jeu de données se compose de plus de 5000 images qui seront seulement connues par le discriminateur. Ce dernier est construit comme ceci. On retrouve bien nos couches de convolution implantées en Python, et on a aussi des couches de normalisation pour que globalement le modèle apprenne plus vite. Et notre réseau générateur est construit comme ceci, avec des couches de convolution transposées pour générer une grande image à partir d'une petite quantité de bruit. La boucle d'entraînement, vous la connaissez déjà. On donne les vraies images au réseau discriminateur pour lui apprendre à bien les détecter et les reconnaître. On génère de fausses images avec le réseau générateur, qui sont envoyées à nouveau au discriminateur qui devrait détecter qu'elles sont fausses. Plus il s'est trompé, plus il est entraîné, et plus il a réussi à détecter les fausses images, plus on entraînera le réseau générateur à créer des images plus réalistes. Et on recommence. La courbe d'entraînement est assez drôle. On ne voit pas de réelle progression du modèle puisque son évaluation globale est qualitative, c'est-à-dire qu'il n'a pas de manière de quantifier sa performance, si ce n'est noter manuellement les images qu'elle génère, mais ça serait trop long. À la place, on voit que si le discriminateur est mauvais, alors le générateur est bon et inversement. On retrouve bien cette concurrence entre les deux IA et la volonté du générateur de tromper le réseau discriminateur, qui lui doit constamment s'améliorer pour comprendre la tromperie. Je vous propose maintenant un petit timelapse de l'entraînement d'un GAN sur le dataset d'images de chiens, en vous montrant progressivement l'évolution de la génération d'images du réseau jusqu'à sa forme finale.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce que j'ai utilisé pour la faire est dans la description, et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'apprendre la génération d'images, ou même tout autre type de génération par IA, puisque peu importe le type de données générées, la logique reste la même. Et nous, on se retrouve bientôt pour de futures vidéos qui seront encore plus intéressantes que celle-ci.